Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, un débrief plein de bonne humeur. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire puisqu'on va revenir sur le Game 2 des finales de Betclic Elite entre l'AS Monaco et le Paris Basketball. Un match victorieux pour Paris après une première rencontre perdue, un peu difficile. Paris s'est imposé 70-77 sur le parquet de la Roca Team, une rencontre qui est pleine de moments marquants, pleine de prestations individuelles qui vont également aussi faire l'objet d'analyse, de décortiquage comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Et pour ce podcast, je suis avec Théo. Comment ça va, Théo ? Hello, ça va nickel. Théo, comment tu te sens ? Juste après, on va un petit peu pitcher le match, mais comment tu te sens après cette rencontre-là ? Pour rien cacher, celles et ceux qui nous écoutent, on enregistre juste après le match. C'est quoi ta première émotion quel est ton premier ressenti après cette victoire parisienne ? C'était un match très compliqué à regarder. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, même si il y a beaucoup d'individualités, on en reparlera, qui ont fait un peu rayonner cette rencontre. Ça a été vraiment très compliqué à regarder. Il y a vraiment beaucoup de fautes. Paris termine avec 24 fautes et on a fait 17 à la mi-temps. Vraiment, c'est ça qui me marque vraiment. Des fautes surtout pas très utiles. De l'autre côté, Monaco fait aussi pas mal de fautes. C'était un match, ouais, comme je l'ai dit, compliqué à regarder. Au final, l'essentiel, moi, ce que je retiens, c'est évidemment, la victoire. Paris revient à Paris, sur ses terres, avec l'avantage du terrain. C'était super important d'aller prendre un des 2 premiers matchs à Monaco pour, te «faciliter» entre guillemets un petit peu, ou moins te compliquer plutôt, on va dire, la suite de la série. Donc, il y aura un match 3 et même un match 4 à l'Adidas Arena, donc ça fait très plaisir. C'est clair pour une première en finale de Betclic Elite, Paris n'est pas ridicule du tout et Paris prend une victoire. On va commencer donc par le commencement. Tu l'as dit, c'est vrai que c'était un match, je te rejoins totalement, c'était pas un match facile à suivre. Pourtant, le début paraissait facile pour les Parisiens, puisqu'après 6 minutes de jeu, Paris mène 1-12. L'Asvel, oh le lapsus, faut que je change d'équipe. Monaco ne rentre rien et au final de ce premier quart-temps, Paris le termine avec un avantage de 25-11, donc une vraie belle entame du côté de Paris. Les tirs rentrent, Nadirifi est déjà extraordinaire. On en reparlera un petit peu plus tard, enfin tout au long de ce podcast. Sens-toi libre de l'invoquer quand tu veux, Théo. Et au final, petit à petit, on a vu une équipe monégasque qui est revenue et Paris qui s'est un petit peu ready, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça aussi ? Ouais, on est passé un petit peu par toutes les émotions, comme tu l'as dit. Paris finit le premier quart avec 25-11 et on voit vraiment Monaco pas du tout dans son match, notamment. Ils avaient énormément déjà de lancers francs à cause des fautes parisiennes et à un moment, ils sont à 30% au lancer. C'était très compliqué pour Monaco. Et côté parisien, un peu à l'image des premiers matchs contre l'Asvel, tu domines et au final, tu te laisses un petit peu reprendre petit à petit, notamment, comme on l'a dit, par un nombre de fautes, mais aussi l'adresse qui tourne un petit peu plus. Monaco commence à être un peu plus à l'aise et heureusement pour eux, hein, parce qu'on sait que quand tu es une équipe Euroleague, tu vas pas tourner à 11 points par carton tous les quarts, sinon ça devient très vite compliqué. Mais ouais, c'était vraiment. Moi, on se l'est dit à un moment, c'est moi qui l'ai dit dans le groupe qu'on a avec les gars. J'avais l'impression que Paris avait peur de gagner. Vraiment, Paris se compliquait un petit peu la tâche là où il n'y avait pas forcément à se compliquer la tâche. Des fautes bêtes, s'entêter à faire à chercher des paniers trop difficiles. Ça oui, Donc énormément. vraiment, le, le collectif qu'on n'apprécie pas forcément voir, alors que c'est quand Paris joue le plus simple dans sa complexité, j'ai envie de dire. C'est une nuance assez compliquée, mais tous les gens qui regardent Paris et qui connaissent un petit peu cette équipe cette saison comprennent ce que je veux dire. C'est dans ces moments-là qu'on apprécie Paris, dans la capacité à rendre des choses, à faire des choses très simples. Et là, ça n'a pas été le cas. Et au final, Paris, c'est, comme je l'ai dit, compliqué la vie. Et au final, la première mi-temps était enfin, franchement, à regarder, c'était vraiment pas joli. Et même dans le ressenti, je me suis dit, enfin, où sont passés les automatismes que tu as créés tout au long de ta saison? C'est vrai qu'on a vu, beaucoup de fautes, tu l'as dit, 17 fautes en première mi-temps. Des fautes après contestées ou contestables, attention, là-dessus, chacun est libre d'avoir son propre arbitre, c'est le cas de le dire. On voit un Tyson Ward qui rentre bien dans la rencontre, puis qui derrière se retrouve rapidement avec des fautes.
les intérieurs aussi. Enfin, vraiment, c'est pas évident. Puis, comme tu l'as dit, face à une équipe comme monégasque, de calibre Euroleague et clairement, bah, qui est au-dessus. Enfin, si on en croit un petit peu tous les pronostics, Monaco est quand même favori de cette série, puisque c'est quand même une équipe de niveau Euroleague. Et petit à petit, oui, on voit une équipe parisienne qui, si elle ne remet pas rapidement, son jeu, enfin, si elle ne s'en remet pas, pardon, à son collectif, ne va jamais réussir à, enfin, va se faire doubler, ne va jamais réussir à revenir. Finalement, c'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'on a eu cette crainte-là et toi, ta remarque que tu as faite dans le groupe à ce moment-là, elle est très juste, de se dire, en fait, Paris, on a l'impression que Paris c'est un peu grossier, mais ne veut pas gagner parce qu'en fait, après un premier carton pareil, même malgré l'adresse monégasque, tu ne peux pas, ne pas infliger un stop à cette équipe-là, compte tenu de ton entame et du contexte. Monaco termine déjà le premier carton à 50 au lancer. Non, oui, si, si, à 9-18, 9-18, il y a une vraie domination. Puis en fait, petit à petit, ça va craqueler et ça va redevenir un match ultra compliqué. Tu l'as dit aussi, c'est vrai que le collectif parisien n'a pas été le plus rodé qu'on ait eu l'occasion de voir, cette année. On peut en parler, tu me l'as dit en off d'ailleurs, je l'avais même pas remarqué, mais pas beaucoup de marqueurs, dans ce match. Ouais, il y a que 6 joueurs qui ont marqué pour Paris. Au final, il y a, tu as 9 joueurs qui ont joué en tout, si on compte, Michael Kessens qui a joué 1 minute Très et belle entrée, hein. qui a joué très, très rapidement et 1 minute, c'est ce qui est comptabilisé par la LNB. Au final, il a fait moins, mais il a eu le temps de perdre, un ballon et de faire 2 fautes. Joli, Mais très ouais, joli. mais oui, un joli bilan. Mais non, lui, on va pas entre guillemets le compter parce que c'est un trop petit temps de jeu. Mais tu as 8 joueurs qui, t'as 8 joueurs qui ont joué et tu en as seulement 6 qui ont scoré. Alors, Leon Kratzer termine à 0 points, ce qui est dommage. Vraiment un match très très compliqué, même au global, des playoffs très très compliqués pour Kratzer. Avec lui, il y a Enzo Charvin qui lui aussi n'a pas marqué, mais qui à sa décharge, ça aurait été «joli» entre guillemets pour les stats et même au ressenti de marquer des points pour embellir tout ça, mais il finit quand même avec 10 rebonds et une passe. Il y a pas énormément de gens qui ont pu prendre 10 rebonds, face à Monaco cette saison, donc c'est déjà bien, surtout en sortie de banc. Donc il a pas marqué de points, mais il a eu de l'activité, il a eu son importance dans cette, victoire malgré le fait qu'il ne marque pas de points, donc c'est pas très, très grave, mais seulement 6 points, 6 joueurs qui marquent des points. Hem, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude de voir ça cette saison et surtout que tu as tes «leaders» entre guillemets en termes de scoring qui sont, Nadir Hifzi et TJ Shorts qui ont vraiment, vraiment relevé le niveau dans ce niveau-là parce que sinon à côté, malgré même si Justin Simon nous a été très, très bon, hein, il a marqué 14 points, heu, Mickaël Yantounen n'en score que 2, Sébastien Herrera n'en met entre guillemets que 5, ça a été compliqué. Donc voilà, 6 joueurs, en fait, dans la continuité, si on rêve d'un scénario parfait pour Paris dans la suite de cette série, tu peux pas te dire que Paris va gagner tous ses matchs en ayant, entre guillemets, «seulement 6 joueurs qui scorent». Avec 2 individualités qui se démarquent particulièrement. C'est vraiment, comme je le disais et je radote un petit peu, mais c'est vraiment très important pour moi et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord. C'est vraiment par la force du collectif que Paris peut relever des défis et Monaco, malgré le fait qu'ils aient fait un match, très compliqué, notamment, Monaco, ça reste une très grande équipe et battre une grande équipe, ça reste un défi et pour ça, il va falloir être soudé, il va falloir que tout le monde ait confiance en tout le monde. Je vis pas avec le groupe, donc je ne peux pas dire si c'est le cas, mais entre guillemets, faire de l'ISO pendant 40 minutes et j'abuse un petit peu, mais faire de l'ISO pendant 40 minutes et avoir très peu de mouvement de balle, c'est là où on a vu que Paris des joueurs de Paris ont leurs limites cette saison et moi, c'est la phase de Paris que j'ai le moins appréciée, même si aujourd'hui je m'en contente et je suis très content parce que bah, Paris repart avec la win, mais c'est vrai que pour continuer dans la suite de ce qui va attendre Paris, va falloir vraiment retravailler collectivement et avoir des joueurs qui sortent un petit peu de ce chapeau. Tu l'as très justement dit, c'est vrai qu'on a quand même 2 joueurs qui sont sortis du lot, mais avec quand même des tirs qui sont très compliqués. Il y en a vraiment qui sont, on a l'habitude avec eux, hein, c'est du talent, mais il y a aussi beaucoup de complications. Je me rappelle le classique, de TJ Shorts en tête de raquette sur Pat Corneli, où vraiment j'ai peur qu'il fasse le step de trop et qu'il se mange une baffe monumentale
ça a pas été le cas parce que voilà, Patrick Cornelius en face a été très bon en 19 minutes. Il est à, oui, c'est ce qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, pardon, autant pour moi. Il est à 11 points, mais il a une vraie présence à 19 dévals, 6 rebonds et surtout, en fait, à des moments importants et si le collectif parisien ne parvient pas à réagir vraiment en groupe, enfin en collectif, c'est le cas de le dire, ça va être très compliqué. Justement, tu as parlé de 2 joueurs, parce qu'on a cité, évidemment Enzo Charvin qui a fait une très belle rencontre, Justin Simon qui ne cesse de satisfaire, on va dire ça comme ça. Et est-ce que tu veux commencer par TJ Shorts ou par Nadir Hifzi? Je pense qu'il y a beaucoup plus à dire sur Nadir Hifzi, même si TJ Shorts fait un match exceptionnel et au final, TJ Shorts a la meilleure éval de la rencontre. Mais Nadir Hifzi, disons qu'il a des momentum qui sont un peu plus remarqués, si on peut dire ça comme ça. Donc peut-être commencer par TJ. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? On sait que c'était quand même important pour lui de répondre en tant que MVP de l'Eurocup et de la Betclic Elite face au MVP de l'Euroleague, la saison régulière d'Euroleague du moins. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, Nadir a plié le match, donc comme tu l'as dit, on va terminer par, Nadir, mais pour parler de TJ, hem, franchement, j'ai l'impression de me répéter à chaque podcast que je fais, mais on n'a pas la je pense qu'on reconnaît pas assez le fait qu'on a un joueur exceptionnel dans le C'est collectif très vrai, parisien. c'est très vrai. Hem, Malgré le fait que nous, on l'encense, je trouve ce joueur vraiment exceptionnel et j'ai vraiment hâte de le voir, à l'échelon supérieur. J'espère que ça sera avec Paris évidemment. TJ il a été très, très bon, il est débordant d'activité. Moi, ce qui m'impressionne sur ce match-là, c'est pas forcément vrai, mais moi, c'est un constat que je me fais de plus en plus malgré le fait qu'il soit très petit pour un basketteur. Il fait 1,75 m et encore 75, c'est ce qui est annoncé, mais quand on passe à côté de lui, moi, je fais 1,75 m et j'ai Ah, l'impression qu'il est plus ouais, petit que pour moi. l'avoir interviewé, j'ai pas eu l'impression qu'il fasse 1,75 m et pourtant je suis pas immense non plus pour ceux qui m'ont Voilà, déjà pareil. vu. Voilà, pareil. Mais, mais voilà, moi j'adore son activité défensive notamment. C'est un gars qui, ce soir, il pèse pas spécialement sur la défense, mais il a toujours ces petits mouvements qui font qu'il crée un décalage défensif et qu'il permet à tout le monde de se resserrer. Moi, je l'ai vu notamment que quand tu parlais de Corneli, il l'a fait deux trois fois où il l'a empêché, entre guillemets, ou du moins il l'a, on va pas dire empêché, mais il lui a pas facilité la vie en faisant des petits steps, voilà, pour dégager. Moi, c'est ça. Mais offensivement, on a toujours fait le tour avec ce joueur-là, mais il est vraiment exceptionnel. Il abuse pas de ses qualités alors qu'il pourrait. Il y a des joueurs qui, avec son talent, avec son tir mi-distance, avec sa vivacité, son explosivité, il pourrait en abuser et prendre 20, 30 tirs par match. Lui, il le fait pas. À, à, à 2 points, il finit à 61% en prenant 13 tirs et en mettant 8, il a été très très bon. Ce soir, pas de 3 points pour lui, alors qu'il restait plutôt sur une bonne moyenne, entre guillemets, où il en mettait minimum un par Ouais, match. Là, je crois que il c'était commence à avoir la une bonne première fois. dynamique. Un ou 2, ouais. Ouais, voilà, c'est quelque chose, c'est toujours. C'est pas quelque chose sur lequel il faut compter. C'est pas encore un joueur fiable à 3 points, mais c'est quelque chose qui peut un petit peu rajouter, voilà, un petit peu de beurre dans tes épinards, un 3 de TJ, ça peut changer aussi un match, dans la façon que les défenseurs vont le défendre. Mais ouais, TJ est vraiment toujours impressionnant. Il prend, en plus de ses 21 points, franchement, moi, chaque match, j'ai pas l'impression de voir ces points qui défilent. Non, moi non plus. On s'est fait la réflexion avec Flavien et toi après le game 4 contre Lasvel, si je dis pas de bêtises, où vraiment à un moment je me dis, j'ai dû attendre et voir l'affichage de l'équipe qui dit, je sais plus combien de points il était, mais quelque chose comme 22 points pour me dire, il est déjà à 22 points. Moi, c'est vraiment ce joueur-là je me dis vraiment, mais il est déjà à un nombre de points, enfin c'est fou en fait. Il finit à 21 points, mais pour moi c'est ressenti 15. J'abuse peut-être un petit peu, mais il Non, a je vois ce que vraiment tu cet veux dire. effet-là. Je vois ce que tu veux dire clairement. Et toujours, avec ses 21 points, il les accompagne, de 6 rebonds et de 4 passes ce soir et c'est toujours quelque chose comme ça donc vraiment c'est un joueur assez polyvalent malgré le fait qu'il ait des défauts et surtout qu'il soit pas aidé par, son gabarit, le fait qu'il soit petit, voilà, c'est compliqué surtout dans le jeu européen et avec le physique un petit peu des athlètes qui s'améliorent et qui explosent de plus en plus ces dernières années. Donc il n'est pas aidé, mais c'est un joueur immense et il le montre encore une fois ce soir. C'est vrai qu'il est à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, le basket simple d'Isallo, qu'il maîtrise vraiment de manière chirurgicale. C'est d'une efficacité folle, sans pour autant être
un energizer comme peut l'être Nadir Hiffi qui va vraiment, faire exploser, une salle ou, une rencontre. TJ Shorts, ça va être très linéaire sur la rencontre, ça va être très c'est une balade en fait, c'est vraiment, très calme mais très efficace. C'est que c'est très agréable et puis surtout, c'est un joueur qui respire la sérénité. Je sais pas si tu le ressens à chaque fois, mais que ça soit en conférence de presse, même en fait, physiquement, il dégage une sérénité, une concentration et une faim de gagner qui, quand tu es observateur ou supporter pour, celles et ceux qui le sont et qui nous écoutent, c'est extrêmement agréable et rassurant d'avoir ce genre de bonhomme dans ton équipe parce que tu sais que même si ça va mal se passer, parce qu'il y a des soirs où ça se passe mal, tu vas avoir un joueur qui va tout donner et quand il donne tout comme ça a été le cas ce soir, d'ailleurs, pour rien vous cacher, on s'est posé la question sur le visuel de fin de match. Nadir était un petit peu, inscrit d'office, mais quand on a vu la fin de match de TJ Shorts, puisque c'est la fin de rencontre où ça devient compliqué pour Paris de rentrer des tirs, de rentrer des points et que en fait, Paris joue très bien sur transition, mais en demi-terrain ou terrain arrêté, c'est très compliqué et que tu as ce TJ Shorts qui va passer un petit peu, qui va faire son basket, comme on disait, de manière très simple. Ça là, la question s'est reposée de qui on met en fait, en visuel de fin de match. Bon après, on va en parler, il y a un bonhomme qui a fait quelque chose d'encore plus énorme, on va dire, il a fini à 24 points, il a pris des tirs très compliqués, il est à 5 sur 7 à 3 points notamment, un vrai pyromane, si je dis pas de bêtises, il prend aussi une interception, il perd des ballons, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit, en interview après, il a encore un peu de déchets, donc il l'a reconnu, mais on va pas lui en tenir rigueur ce soir, c'est Nadir Hiffi. Heureusement que Nadir Hiffi, il était là clairement, Théo, ce soir. Déjà, c'est lui qui te met dans ton début de Oui, match, fantastique, avec des même shoots, mais si d'une ça commence, perfection. Ah, c'est les voilà, parfaits. même si ça commence par un 3 de Tyson Watt qui te met tout de suite dans le match, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai adoré vraiment voir, que tu insistes sur ce que tu n'as pas réussi au game 1. Voilà, première possession du match, bim, tu prends un 3 points, chose que tu n'avais pas réussi à faire, et où tu n'avais pas excellé dans le game 1, tu prends un 3 points, c'est marqué. Voilà, ça c'était une petite aparté, mais c'est toujours un ça montre bien le jeu Isalo, voilà, la confiance, ça tourne quand les joueurs ont confiance en eux, il peut rien leur arriver, c'est vraiment, l'image qu'on retient de cette équipe et moi notamment. Pour revenir sur, Nadir, heureusement qu'il était là, tu l'as dit, il te met dans ton début de match, il finit à 10 points, à la fin du premier quart. Comme Mac James, au game 1, 10 points en fin de premier quart, c'est l'essence des grands joueurs, hein. C'est vraiment très, très bien de commencer son match comme ça. Surtout que Nadir, il a plus l'habitude de mieux les finir ses matchs que les commencer, mais Oui, c'est vrai, ouais. quand tu commences tes matchs comme ça, avec le shoot et l'aisance que tu as, ça peut être que encourageant pour la suite de ton match. Donc il a vraiment très, très bien commencé et même si, comme il l'a dit et tu l'as redit, il a du déchet avec, notamment, 5 balles perdues et il y a aussi, 3 fautes et pas toujours des fautes, très, très intelligentes. C'est ça aussi qu'on peut reprocher souvent à Nadir, le fait de se jeter un petit peu trop, de se frustrer. Il a plutôt bien géré cet aspect-là. Après, il l'a reconnu en interview, c'est très sage de sa part, c'est aussi le fait qu'il est jeune et qu'il le sait et ça, c'est aussi une preuve d'intelligence. Oui, tout à fait et puis quand tu à côté de toi, tu as quand même TJ Shorts qui est quand même enfin, qui est vraiment un monstre en termes de rentabilité, si je peux dire, de possession, tu vois? Il finit avec seulement entre guillemets 4 passes ce soir, TJ, mais il fait, une seule balle perdue et TJ, c'est pas un mec avec, un ratio énorme de balles perdues. Tu sais que pour devenir un joueur vraiment très fiable et du niveau, même si c'est 2 profils complètement différents, du niveau de TJ Shorts, tu dois travailler, sur tes ballons perdus. Il le sait et c'est bien qu'il le reconnaisse comme tu dis, hein. Mais, voilà, il toujours dans sa folie, c'est un joueur fou Nadir Hiffi, c'est un joueur qui peut te faire te lever de ton siège, de ton canapé, peu importe où tu es, que tu regardes le Paris Basket. Il y a des moments dans la saison, dans un match même où vraiment tu vas te dire: «OK, personne n'aurait mis ce tir, lui il le prend et il le met». Et c'est ça qui est fou avec Nadir Hiffi, c'est que nous on le répète pas mal de fois, il y a des fois où il est vraiment très très frustrant, où il s'entête, où il veut prendre les matchs à son compte. Des fois ça marche pas, des fois comme ce soir ça marche. Il met un clou immense sur, la fin de ce match avec un 3 points monstrueux alors qu'il est très bien, défendu. Il l'a fait au game 5 contre l'Asvel, voilà, il y a des matchs comme ça où Nadir Hiffi est absolument intouchable. Il peut encore évidemment s'améliorer dans sa sélection de shoot et cetera, mais c'est son jeu et ce soir on n'a pas à lui reprocher étant donné que ça tourne dans la faveur de Paris, mais ouais, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Un joueur exceptionnel qui a permis, pas que lui évidemment, du coup, à Paris de revenir dans la série, de faire un partout. Donc Paris,
jouera à l'Allianz Arena, de toute façon, quoi qu'il arrive, Paris aurait joué à l'Allianz Arena dimanche à 18h30, encore un bel horaire pour le game 3, donc à égalité. Donc Paris reprend l'avantage du terrain, comme on dit, et surtout fait le plein de confiance. On a une petite pensée pour les journalistes de l'équipe, les grands connaisseurs. C'est vrai que Bertrand Latour est une référence en basket, qui, dans un ton extrêmement agréable, où on le connaît, a un petit peu méprisé le Paris Basketball. Alors attention, c'est pas une question d'affect, c'est une question d'honnêteté journalistique, d'être un minimum connaisseur de ce qu'on dit. Ça vient pour le sport et pour d'autres choses. Au moins, ça c'est fait, et c'est que mon avis et j'assume mes propos. Et du coup, donc Paris revient à l'Adidas Arena, donc va offrir au public parisien, bah, en fait, une série qui va être très 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 serrée, puisque au final, on pouvait s'imaginer que si Paris perdait ce soir contre Monaco, l'ambiance allait être assez terne et c'est plus une ambiance de fin de soirée, alors ou fin de série plutôt. Alors que là, on est quand même, enfin, tout est relancé. Je sais pas ce que t'en penses. Paris a repris l'ascendant psychologique, pas, sur le fait de voilà, après, je pense que si on est honnête, même en tant que supporter, c'est pas parce que tu as gagné ce match que maintenant Paris est favori. Mais Paris a au moins la chance de ne pas s'être compliqué, comme tu l'as dit, ta fin de série. Parce que si tu perds ce match 2, tu arrives à l'Adidas Arena en te disant: «OK, on est vraiment dos au mur» et là, ça peut être très compliqué. On peut dès ce soir, devant notre public, ça peut être fini. Là, Paris aura 2 matchs devant son public, ce qui est très, très bien. Donc, Un on public un peu plus chaud que Monaco, sans leur faire offense, c'est quand même pas le même public. Après, même vis-à-vis de l'horaire, c'est quand même plus facile pour Paris de remplir une salle. alors c'est vrai que dans ce sens-là, Paris aura la même horaire, mais un dimanche, donc c'est plus facile Oui, pour, totalement, tu as raison. plein de gens quand même qui travaillent le dimanche, donc c'est quand même très, très bien. Après que ce soit pour Monaco ou ça aurait été une autre équipe, la programmation de la LNB est catastrophique, hein, vraiment franchement, mettre des matchs à 18h30 Ah parce que tu ouais, mais tu comprends que Canada, Pays-Bas, c'est vachement plus oui, voilà, important. voilà, il y a le J'adore le foot, Portugal. hein, mais faut pas déconner, quoi. Ah oui, non, vraiment, moi aussi j'adore le foot, mais c'est vrai que voir des matchs amicaux pour une préparation à l'Euro, c'est compliqué voilà, de te dire que voilà, tu le pur produit de ce qui se fait meilleur dans le basket français et tu le fais passer derrière des matchs de préparation. Bon, voilà, ça c'est un petit aspect, un petit peu chiant comme ça de cette, fin de série de saison, pardon. Du côté de la LNB, c'est vraiment frustrant. Mais comme on l'a dit, ouais, c'est Paris aura 2 matchs, donc dimanche le prochain, à 18h30 et ensuite, mercredi à 21h. Enfin une horaire, normale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, hein, quand même, c'est 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 vrai, c'est on va agréable quand sabrer le même. champagne. Voilà, tout à fait. Donc S'il y a voilà, victoire, je pense que certains sabreront le champagne. oui. Non, mais ouais, comme je le disais, tu as 2 matchs. Je pense que beaucoup, il y avait quelques gens qui disaient: «Voilà, Paris arrive, fatigué, lessivé». Nous aussi, on le pensait, Ah hein, mais totalement, c'est vrai. aujourd'hui, moi le premier, hein, je me suis dit, voilà et on a vu même, coach Izzalo, en parler en conférence de presse directement après l'Asvel et juste avant de jouer Monaco. Hem, que voilà, simplement même pas 48 heures pour préparer un match au plus haut niveau en finale de ton championnat, c'est quand même très compliqué. Voilà, Paris a fait le ce qu'il y a de mieux en prenant un match, à Monaco. Maintenant, Paris va pouvoir aborder plus calmement ces 2 prochains matchs et vraiment l'importance de va vraiment falloir en prendre un minimum. Faut pas se voir trop beau en se disant qu'on va prendre les 2 et qu'on va clôturer la série à l'Adidas Arena. Si on le fait, bah, chapeau et franchement, On j'aurais l'espère, rien oui. d'autre à dire. On l'espère quand même, hein, mais voilà, faut essayer d'en prendre un, et vraiment se relever dans la force collective, mais ça va être très compliqué face à une équipe qui réagit très, très bien. Monaco, c'est vraiment la crème de la crème du basket européen, même si cette saison, il faut le dire, ils sont quand même en dessous, de ce ils ont pu faire, récemment, hein. Malheureusement, ils échouent aux portes du Final Four, ce qui est dommage quand même, alors que c'était leur objectif. Maintenant, moi, je le dis, pour moi, cette série, il faut juste en profiter le maximum possible. Je le disais avant et je comprends tout à fait que des gens ne soient pas d'accord avec ça, mais pour moi, je voyais, et je vois toujours d'ailleurs, Monaco, s'imposer au final. Mais moi, comme je l'ai dit, il faut vraiment profiter de ce qu'on a devant nous. C'est vraiment le produit et peut-être le futur finalement du basket, français et européen, on l'espère,
avec moi je vais pas utiliser le mot rivalité parce que je pense pas qu'on en est encore à une rivalité, Non, je pense pas non plus. mais on a vraiment deux très belles équipes qui font rayonner le basket sur le plan français et sur le plan européen. Il faut en profiter et vraiment se dire que ok, Paris peut faire des choses. Paris aura déjà eu le mérite de ne pas, si jamais ça s'arrête là, de ne pas sortir la tête basse en se faisant sweeper. Paris a pris un match à Monaco. Maintenant, il faut essayer, comme je l'ai dit, d'assurer et d'essayer d'en prendre au minimum un. J'aimerais que ça soit le cas. Je vois quand même Monaco redresser la barre au game 3. J'espère que Paris me fera mentir, évidemment. Mais il faut vraiment continuer comme ça et comme on l'a dit tout au long du podcast, essayer de se redresser en tant qu'équipe pour réagir et aborder au mieux la suite et la fin de cette saison magnifique. C'est vrai que c'est une aventure humaine, que ce soit observateur, supporter, ou juste vraiment un passionné de basket, qu'il faut savourer le plus possible. On sait pas de quoi demain sera fait et cette saison-là est déjà extraordinaire et qu'elle le soit encore le plus longtemps possible. Même si je te rejoins, c'est vrai que j'ai tendance à mettre Monaco favori de la série. Mais encore une fois, si on doit nous faire mentir et si on doit faire un mea culpa, celui-là, il sera avec grand plaisir. Mais on assumera toujours nos pronostics, même quand ils sont pas bons. Et parfois, on espère se tromper, mais on verra ça en quelques temps. Donc, je rappelle les horaires. Donc, dimanche, 18h30 à l'Adidas Arena. Et ça sera la rencontre, le game 4, si je dis pas de bêtises, sera mercredi à 21h. Donc, on espère des belles ambiances, des beaux matchs, comme tu l'as dit. Théo, je te remercie pour d'avoir participé. On ne sait pas encore, je m'adresse à celles et ceux qui nous écoutent, on vous remercie d'abord pour vos écoutes. Et on ne sait pas encore qui vous débriefera la rencontre et débriefera avec vous la rencontre, qu'elle soit victoire ou défaite du Paris Basketball. Mais vous aurez le débrief du match 3 et évidemment du match 4 avec grand, grand plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et à nous dire ce que vous pensez des podcasts, de la rencontre, c'est toujours intéressant. Et puis ben, jusque-là, portez-vous bien. Ciao. Salut!